Anne-Marie Drac, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue au petit déjeuner de Devenir pour Agir et merci de me recevoir dans vos bureaux au ministère des Transports. Merci infiniment de m'accorder de votre temps. Anne-Marie Drac, je voudrais commencer par une citation d'Albert Einstein. Voilà ce qu'il souligne. Je n'ai pas de talent particulier, je suis tout simplement curieux. Et vous, Anne-Marie Drac, qui Moi, êtes-vous ? je ne suis pas Albert Einstein, ça c'est certain. D'autant plus que je ne suis pas très bonne en maths et en sciences, bon, même si ça m'intéresse. Mais la curiosité, j'aime apprendre. J'aime aussi transmettre, compte tenu de mon âge en particulier. Mais oui, j'aime apprendre, j'aime me frotter aux autres. Quelquefois j'emploie, vous voyez, cette formule-là, le silex. C'est ça. Voilà. Oui. Dont on peut faire jaillir des idées encore plus riches que quand on est tout seul. Tout à fait, donc vous êtes curieuse, vous aimez apprendre, vous aimez comprendre tout simplement, je suppose. C'est ce qu'on va essayer de faire ici, mais très brièvement pour les milliers d'étudiants qui vous écoutent, très rapidement pouvez-vous nous donner les grandes lignes de votre carrière professionnelle qui est très très riche ? En fait, trois morceaux qui ne sont pas exactement des étapes chronologiques. J'ai été haut fonctionnaire, comme on dit, dans les domaines de l'aménagement du territoire, du logement, de la construction, etc. J'ai fait de la politique, j'ai été 2 fois secrétaire d'État, j'ai été députée, conseillère régionale en Île-de-France. J'ai été dirigeante de parti, je suis centriste et j'étais donc secrétaire général de l'UDF au moment où ce parti représentait le centrisme. Et puis, travail en entreprise, j'ai été le PDG de la RATP, puis de la SNCF. Et aujourd'hui, je travaille comme administrateur de société ou comme consultant, essentiellement donc, en entreprise, avec aussi, ce qui me tient beaucoup à cœur, une activité humanitaire, puisque je préside la fondation Alima, qui intervient sur la médecine en Afrique. Super, un grand parcours. Et vous êtes aussi présidente de l'association Logistique France. Je suis présidente de France Logistique. De France Logistique. Voilà, tout à fait, depuis 2020. Depuis 2020. Et je voudrais commencer par une question de sémantique. Vous êtes donc la présidente de cette fondation, de cette association. Qu'est-ce que la logistique ? Quelle est la définition même de la logistique ? Alors, c'est la mobilité des marchandises. Pour les personnes, on connaît mieux le mot. Oui. On est passé de transport de personnes à mobilité. Donc c'est la mobilité des marchandises, c'est-à-dire tout le processus qui permet à des biens, à des choses, tout ce que nous avons sur la table, la caméra qui nous filme, de partir de son lieu de production, en général d'ailleurs c'est plusieurs lieux de production, d'assemblage, etc., pour arriver chez le consommateur final, que ce soit un particulier, une entreprise ou un service public. Et donc ce sont des chaînes avec toutes sortes de modes de transport, majoritairement du camion dans le monde entier, et des lieux d'entrepôt ou des lieux d'interconnexion entre les différents modes de transport, des gares si vous voulez. Mais alors pourquoi est-on passé de transport à mobilité ? Est-ce que ce mot transport c'était un peu trop trivial ou... Non, c'est pas trivial, simplement ça ne rend compte que de la partie transport, c'est-à-dire juste le moyen de la partie où on se meut, où les marchandises sont déplacées. Mais pour être déplacé, il faut passer par quelque part. Et donc il faut passer par une gare, il faut passer par un carrefour, et il faut passer, dans le cas des marchandises, par des entrepôts, très très grands entrepôts sur le port de Shanghai, moyens entrepôts sur le port du Havre, et des petits entrepôts près des usines, et des encore plus petits entrepôts en ville. Alors est-ce que vous pourriez vous définir comme entre guillemets une femme des liens, puisque vous liez les humains entre eux finalement, vous faites le pont entre les différents acteurs de cette mobilité ?
Effectivement, la mobilité qui est un petit peu mon cœur de métier, Oui. pas seulement, hein, je m'intéresse aussi beaucoup à l'énergie, à l'intelligence artificielle, etc., à l'aménagement du territoire. Bon. Mais la mobilité, oui, ce qui est intéressant, c'est que ça crée des liens. Ça crée des liens donc, entre les personnes, entre les pays, et puis entre, quand on parle des marchandises, ben, les lieux de production, de consommation. Oui. Oui, mais alors ça crée des liens entre les personnes. Quelle définition donnez-vous de la personne? La personne. Qu'est-ce qu'une personne humaine? Moi, je suis personnaliste, je ne suis pas du tout philosophe, hein, donc je suis très intimidée de répondre à des questions. Vous répondez très bien. Philosophiques. Oui, moi j'ai été élevé dans la culture Emmanuel Mounier, Marc Sangnier, bon, qui a abouti sur le plan politique à la démocratie chrétienne. Hein, parce que j'ai dit tout à l'heure que j'étais centriste, mais ce n'est pas le sujet de la discussion. Personne humaine, c'est une entité autonome, libre, et dont le destin est d'être le plus responsable possible pour apporter le plus possible sa part à le bien commun, en quelque sorte. Vous avez donné un champ sémantique que je vais reprendre par la suite de la discussion. Anne-Marie Hydrac, lorsque je suis allé voir le site de Logistique France, vous avez 4 mots qui m'ont interpellé: réunis, soudés, renforcés, motivés. Ce sont 4 mots qui apparaissent lorsque nous allons voir le site. Pour vous, quelle est la force humaine dans l'association que vous présidez? Alors, si vous voulez, ces mots, on les a choisis parce que France Logistique, qui a été créée donc en 2020, c'est la première fois que les acteurs privés, une association tout ce plus privée, du transport de marchandises et des entrepôts et de toute la chaîne qui permet à un produit donc, de partir, mettons, de Shanghai pour arriver chez vous, c'est la première fois qu'ils se réunissaient. Et donc en fait ces mots, ce sont des mots relatifs à l'association. C'est la première fois que des gens du transport routier, mais aussi des trains, des entrepôts et aussi du e-commerce se mettaient ensemble pour parler d'une seule voix vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc c'est à cela que se réfèrent les mots en question, donc ils présentent l'association. Mais derrière ça, il y a l'idée que notre activité, nos activités, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des activités en chaîne. C'est-à-dire que s'il y a une chaîne qui ne marche pas bien, par exemple, malheureusement, le transport ferroviaire de marchandises ne marche pas bien du tout, on peut que le regretter, eh bien c'est toute la chaîne qui en est perturbée. Ça veut dire que les camions qui viendraient chercher les marchandises dans les gares de marchandises, eh bien, ne trouvent pas les marchandises à temps, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette activité qui est en chaîne. Mais alors, c'est parce qu'il me semble que c'était bien Macron qui vous a nommé à cette... Ah, pas du tout, c'est une association privée. C'est une association privée. C'est une association tout ce qu'il y a de plus privée. Oui. Et donc les fédérations professionnelles et un certain nombre d'entreprises se sont réunies, ont décidé que ce coup-ci, on allait parler tous ensemble d'une même voix, après avoir constaté d'ailleurs que dans des pays beaucoup plus compétitifs et performants que nous sur la logistique, comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, les acteurs privés s'entendent bien sûr, pas dans le sens d'entorse au droit de la concurrence, mais sont capables de parler d'une seule voix. Donc, et ce sont ces acteurs privés qui sont venus me chercher pour présider ça. Donc ça n'a rien à voir avec une désignation politique. C'est une entreprise, une association privée, même si sa vocation est très largement de parler avec les pouvoirs publics. Et là, c'est vrai que mon expérience du secteur public, différentes dimensions, donc j'ai dit que j'avais été fonctionnaire, député, ministre, bon, fait que j'ai une certaine aptitude à traduire des termes privés dans des capacités à trouver des solutions communes avec l'État ou les collectivités locales. Est-ce difficile d'avoir... je me pose toujours cette question parce que si on a eu besoin de fonder cette association, c'est qu'il y avait quand même une difficulté ou une attente dans le sens des liens sociaux. Est-ce que finalement votre association n'essaie pas de réconcilier, bien réconcilier les personnes entre elles, les différents acteurs? L'objectif, c'est clair, c'était que des acteurs qui sont un peu en silo, comme on dit aujourd'hui, puissent, sur des sujets d'intérêt commun, parce que chacun garde ses sujets propres, sur des sujets d'intérêt commun,
eh bien, être capable d'exprimer de manière synthétique, et en ayant choisi un porte-parole, donc une voix qui peut porter, de porter des sujets collectifs. Et ce que nous essayons de faire, je dis nous parce que j'ai une collaboratrice qui est avec moi, ce que nous essayons de faire, c'est de construire des solutions, c'est-à-dire de ne pas être uniquement dans la revendication, là, il y a trop de taxes, là, etc. Bon, mais d'être plutôt, comment est-ce qu'on peut trouver le chemin pour que tout le monde finalement y trouve son compte et y trouve son compte positif. Et ça a été le cas par exemple dans la discussion sur la loi climat. Donc les transporteurs et les logisticiens avaient très peur de la loi climat et de nouvelles contraintes, etc. etc. Bon. Et on a réussi, en se mettant du côté des autres, c'est-à-dire des élus, du gouvernement, etc., et en leur faisant prendre en compte autant que possible également les préoccupations, les soucis du secteur privé, on a réussi à trouver un certain nombre de solutions. Et par exemple, j'ai piloté la signature d'une charte, donc une construction du bien commun partagé public-privé entre le ministère de l'Environnement, c'est Barbara Pompili qui m'avait demandé de faire ça, et les logisticiens pour réduire l'impact écologique des entrepôts, par exemple. Oui. Donc on a essayé de trouver des solutions, pas simplement de râler, donc le gouvernement en disant il en faut, ayant pu dire il en faut plus. Bon, bien sûr, ça crée de l'emploi, ça crée ça permet aux gens d'être approvisionnés. Bon. Et les logisticiens disant on fait ce qu'on veut, on a trouvé des solutions partagées. Vous êtes une femme de solutions, si je puis dire, il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Alors nous allons discuter sur la deuxième grande partie de cette interview. Vous avez été nommée là, par Emmanuel Macron, haute représentante du gouvernement français sur le développement des voitures autonomes. Des véhicules. Des véhicules autonomes. Oui, il y a une distinction. Quelle est la distinction que vous faites ? C'est que les voitures, c'est des voitures et qu'il y a également des camions, des camionnettes, des bennes à ordures et beaucoup d'équipements dans les ports, dans les mines, qui sont plutôt des travaux publics ou logistiques encore. C'est ça, exactement. Alors, et comme vous le savez, je vous le disais tout à l'heure, j'enseigne l'éthique en intelligence artificielle. Et donc, cette discussion me passionne. Vous qui êtes la spécialiste, la représentante du gouvernement français, quelle est pour vous la plus grande valeur humaine que vous attribuez face à cette réflexion sur les véhicules autonomes ? La capacité à proposer des formes complémentaires de services de mobilité. Si vous voulez, il y a un peu deux optiques. Il y a l'optique américaine qui est vraiment sur les voitures qui vont être de plus en plus automatisées. On connaît déjà pas mal le respect des distances, le respect des vitesses, etc. Donc il y a cette voie-là qui continue et vers de plus en plus d'automatisation. Bon. Et puis la voie française et européenne, il y a eu un événement la semaine dernière dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, qui est, on peut appeler ça des navettes, ou en tout cas des véhicules qui permettent, en complément du transport en commun classique, sur des itinéraires dédiés, d'apporter de nouveaux services. Très intéressant, juste avant le confinement, le dernier voyage que j'ai fait, c'était au Japon. Et au Japon, on voyait que les navettes à conduite automatisée permettaient à des personnes âgées vivant loin, dans la montagne, qui ne peuvent plus conduire et qui ne peuvent pas prendre le bus parce que il n'y a plus non plus de chauffeurs de bus, compte tenu du vieillissement démographique. Ça permettait par exemple d'amener ces personnes au centre du village pour aller faire une course, chez le kiné, que sais-je. Voilà. Donc pour moi, la valeur humaine, elle est d'apporter des services complémentaires de mobilité. Très bien, mais alors quel est le grand philosophe Jonas, qui a écrit un magnifique livre sur le principe de responsabilité, avec lequel il lie le principe de précaution. Lorsque j'ai lu une partie de son livre pour préparer cette interview, je suis tombé sur cette phrase. Il met en garde le chercheur, il souligne: le savoir scientifique qui est au fondement de la puissance technique n'est pas en mesure de prévoir ou de contrôler les effets de celle-ci. Anne-Marie Drac, quelle est pour vous la place
et la fonction du chercheur, qui plus est sa finalité, face au véhicule autonome. Quelle est sa posture? Alors, si le véhicule, les véhicules que maintenant on n'appelle plus autonomes, hein, on appelle à conduite automatisée, peut-être que je vous dirai pourquoi après. Oui, oui. Les véhicules à conduite automatisée, la politique française qui inspire la politique européenne, c'est les trois mêmes principes, c'est la sécurité, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Et donc dans le monde entier, tous les acteurs qui travaillent sur ces sujets sont tous sur des sujets extrêmement techniques, ultra techniques de sécurité. Le deuxième principe, c'est la progressivité. Oui. J'en parlais tout à l'heure à propos des voitures qui sont de plus en plus automatiques. Bon. Et le troisième principe, c'est l'acceptabilité. Et ce qui est très intéressant sur l'acceptabilité, c'est que donc je pilote un groupe, un atelier permanent depuis 4 ans sur l'acceptabilité, les enjeux de société qui sont liés à ça. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'était qu'au début, c'était surtout la sécurité. Bon. Puis maintenant, bon, les gens ont compris que elle sera assurée dans la mesure du possible, hein, comme est assurée dans la mesure du possible la sécurité de la conduite humaine. Ce qui monte en puissance, c'est la question des données. Oui. C'est ça qui monte en puissance, c'est la protection des données, à la fois des données des individus, mais aussi des données entre entreprises, ou des données vis-à-vis des pouvoirs publics. Voilà, donc les trois principes, sécurité, progressivité, acceptabilité. Vous avez... Vous vouliez répondre à cette distinction, finalement, pourquoi sommes-nous passés des véhicules autonomes aux véhicules, vous avez dit, de manière automatisée? À conduite automatisée. Alors en fait, il y a deux raisons. Il y a une raison factuelle, c'est que au début, les Américains nous ont envoyé des images de véhicules qui allaient se balader par tous les temps, dans toutes circonstances, tout seul, et pendant ce temps-là, on pourrait faire toutes sortes d'autres choses, jouer sur son portable, pourquoi pas faire la sieste, etc., etc. En réalité, aujourd'hui, plus personne ne croit à cela. Au mieux des mieux, on pense que dans certains cas d'usage, on pourra avoir effectivement un certain niveau de délégation de conduite. Donc factuellement, autonome, ça ne correspond plus vraiment à la réalité. Par exemple, pour les navettes dont je parle, les services complémentaires au transport en commun, il n'y a personne à bord. On est le premier pays au monde à avoir autorisé par la loi qu'il n'y ait personne à bord. Mais il y a quelque part un superviseur qui assure la sécurité, peut intervenir en cas de difficultés, etc., etc. Ça, c'est la raison factuelle du véhicule autonome. En fait, alors j'ai presque envie de dire, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, ça n'existe pas tel qu'on en rêvait. Et puis la deuxième raison, elle a été donnée en France, parce que le sujet est mondial, évidemment. C'est ça, tout à fait. Elle a été donnée en France par le Comité national d'éthique, que j'avais sollicité, et qui a dit, c'est quand même faire beaucoup d'honneur à une chose, de la qualifier d'autonome. Oui. C'est le renvoi à la question tout à l'heure sur qu'est-ce qu'une personne. C'est ça. Une personne, c'est une autonomie. Tout à fait. Et donc, c'est vous qui faites faire beaucoup d'honneur à ces choses, à ces robots, si on veut, en tout cas, ces objets plus ou moins robotisés, de les qualifier d'autonomes. Donc, on n'utilise plus ce terme, mais on n'en a pas encore trouvé d'un très simple, parce que véhicule à conduite automatisée, c'est pas si facile que ça pour faire comprendre dans le langage courant. C'est ça, mais alors Anne-Marie Drac, autonome, en grec autonomos, c'est-à-dire se prescrire à soi-même sa propre loi, dans les véhicules entre guillemets autonomes, moi je me pose la question de la confiance qu'on peut avoir envers la science. Oui. Autrement dit, vous rentrez dans un véhicule, vous n'avez personne, puisque vous avez dit, voilà, en France, c'est quand même le premier pays où vous expérimentez cela, sans avoir aucune personne dans le véhicule. Quelle est cette confiance personnelle que vous avez vis-à-vis de la science? Alors d'abord, moi je pense qu'il est très très important de continuer à promouvoir la science, la recherche, la découverte comme valeur. Et je trouve que c'est d'autant plus important maintenant, parce que moi quand j'étais jeune, on ne se posait même pas la question. Que maintenant, le charlatanisme, les approximations,
pourquoi pas le refus d'en savoir plus, tendent à envahir nos écrans. Donc moi je pense que la science, ça fait partie des attributs qui ont été donnés, ou pas donnés, j'en sais rien, en tout cas qu'on a, en tant qu'être humain, c'est la capacité à découvrir chaque jour davantage sur les gens, sur les choses, sur les océans, sur tout ce qu'on voudra. Donc ça c'est le premier point. Alors ensuite la confiance, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez déjà pris la ligne 14 du métro de Paris? Oui. La ligne métro. Il n'y a pas de. C'est vrai qu'il n'y a pas de. C'est une ligne automatique. Oui. Quand j'étais PDG de la RATP, donc qui exploite cette ligne 14 du métro de Paris, mais enfin, il n'y en a pas qu'à Paris, hein, je veux dire tous les métros modernes en Asie, ils sont sans conducteur. C'est ça. J'ai fait passer la ligne 1 de conduite par des humains à conduite à distance. Bon, on a automatisé, on n'a pas dit qu'on a rendu autonome, mais on a automatisé la ligne 1. Bon, c'est un exploit technologique assez exceptionnel, donc peu importe. Et c'était très intéressant de voir est-ce que les gens, les passagers, allaient avoir confiance. À la limite, ils avaient plus confiance. Et dans les enquêtes d'opinion que je fais, donc dans le cadre de mon séminaire éthique, donc on fait tous les 6 mois des enquêtes, le sujet de la confiance, il s'est déporté, comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt sur la question des données que sur la question de la sécurité au sens est-ce qu'il va y avoir un accident. Voilà. Oui, mais parce que la différence entre la ligne 14 et un véhicule, prenons l'exemple d'une voiture ou autre, la ligne 14, avec toutes les rames qu'il y a, il suffit d'être dans la dernière rame, on prend pas conscience qu'il n'y a pas de, de chauffeur, alors que quand nous nous retrouvons à 2-3 dans un véhicule où il n'y a personne, il y a à la fois la proximité et peut-être une certaine angoisse. Anne-Marie Drac, ma question est la suivante. Jusqu'où, selon vous, la science peut-elle aller? Parce que, je m'explique, n'est-on pas en train de perdre un peu d'humanité? Ah oui, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà, exactement. Voilà. Oui, Quel est votre regard là-dessus? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui. Mais je n'ai pas préparé de formule. Dans les attributs de l'âme humaine, il y a de chercher à être plus savant. Il me semble que nous avons été créés, entre autres, pour essayer de grandir, on dit en âge et en sagesse, on pourrait dire aussi en âge et en science. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de découvertes peuvent être très ambivalentes, que ce soit évidemment sur les énergies, que ce soit sur la santé. Bon, je sais qu'il y a des sujets bioéthiques, par exemple, qui sont très, très, très importants. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ok, mais la conscience, me semble-t-il, est capable, et d'ailleurs elle le montre avec des textes bioéthiques, de transcender et de fournir ce cadre qui permet de ne pas ruiner l'âme. Mais moi je serais très triste d'un monde qui aboutirait à ce qu'on ruine la science. Parce que quand je regarde, moi j'ai 70 ans, la prolongation de la durée de vie, les progrès humains qui ont permis les découvertes, je pense que dans le verre à moitié plein, à moitié vide, il faut regarder plutôt du côté plein. Oui, j'entends ce que vous dites, mais je prends un autre exemple, peut-être en 2020, au Japon, il y a eu l'intelligence artificielle a conçu pour la première fois, et j'en parlais à mes étudiants pour réfléchir au niveau éthique sur cet exemple, un chef d'orchestre. Ah oui. Qui, première fois, ils ont conçu un chef d'orchestre et il a orchestré 40 choristes et musiciens. Ma question est la suivante, avec l'exemple que je vous donne, Anne-Marie Drac, n'est-on pas, et je reprends ma question, en train de perdre un peu d'humanité, parce que d'être dirigé par un robot, où est l'humain? Où est l'humain? Oui, moi j'aime bien, effectivement, voir chef d'orchestre, voilà. Il faut prendre le contre-pied, pour le plaisir de la discussion. Peut-être est-il plus facile de donner une sorte de don d'ubiquité à un robot ou à plusieurs robots
et donc de faire partager, on a tous fait pendant le Tout à confinement. fait, Hein. On a exactement. vu beaucoup de concerts, certes c'était éventuellement des humains, mais enfin des humains qui n'étaient pas là, bon, qui nous ont permis d'accéder quand même à la musique. Bon. Mais enfin bon, je vous avoue que pour l'instant, je préfère un chef d'orchestre Humain. Mais vous voyez, prenons un autre exemple. Sur un chantier de travaux publics, on voit de plus en plus arriver des robots. Soit des robots proprement parler, soit des aides robotiques, par exemple des exosquelettes, Oui. pour aider les travailleurs. Alors vous allez dire, il n'y a plus de chef d'équipe, c'est moins humain. Ok, mais il y a peut-être moins d'inconfort et moins de dureté au travail. Donc c'est toujours, évidemment, la conscience, l'objectif, le but, qui permet, ou devrait permettre en tout cas, de transcender, de donner un sens positif aux découvertes scientifiques, tout en sachant qu'elles peuvent aussi avoir un effet. Oui, tout à fait, mais ce sens positif, n'est-ce pas la responsabilité que vous avez je reprends Jonas qui souligne ce principe de responsabilité, ce principe de précaution. À quel moment apparaît pour vous, avec les fonctions que vous avez, et puis avec tous les chercheurs avec lesquels vous travaillez, cette place du principe de responsabilité, du principe de précaution dans l'avancée de la science? Alors, comme je vous l'ai dit, sur les véhicules autonomes, puisqu'on parle de ça pour l'instant, le principe premier, c'est la sécurité. Alors, si vous pensez que les entreprises s'en fichent de la sécurité, c'est évidemment faux, parce qu'au premier accident grave, le marché s'écroulerait. C'est ça. Bon, Oui. donc, je veux dire, le principe de sécurité, c'est comme les constructeurs de voitures ou les fabricants de médicaments, ils sont, le principe de sécurité, il n'est pas philosophique, il n'est pas venu, je ne sais trop d'où, il est au cœur du business. Oui. Hein, il est au cœur du business. Donc, oui, le principe de sécurité, moi j'aime pas du tout le principe de précaution, parce que justement, le principe de précaution, il tend à fermer. Comment vous le définissez, excusez-moi, ce principe de précaution? Qu'est-ce qu'être être précautionneux, ou comment vous définissez? Si vous voulez, ce qui est embêtant à propos des principes, c'est quand ils se mettent à devenir des lois. Oui. Et quand ils se mettent à devenir des lois, ils se mettent à être appliqués de manière extrêmement aléatoire. Hein, parce que qui dit loi dit juge, et donc dit Oui, certain aléa. tout à fait. Et moi je trouve encore une fois que on a tellement de défis à relever. Des défis climatiques, des défis démographiques, des défis de développement dans le monde entier. Bon, nous on vit là confortablement. Enfin, il y a tellement de défis que je continue à penser très fortement que les innovations, la science, peuvent nous aider à en résoudre une partie, en tout cas à contribuer fortement à les résoudre. Le défi climatique, c'est assez évident. Oui. Et pour d'autres défis aussi, l'ONG dont je m'occupe, son projet, c'est de localiser en Afrique, donc non seulement les humanitaires africains, ils sont tous africains, hein, bon, mais aussi la recherche, de manière à avoir des médicaments ou des traitements qui soient vraiment adaptés au contexte épidémiologique, etc. Je ne vais pas me priver des avancées de la science pour faire progresser la santé dans des pays ravagés par toutes sortes de fléaux épidémiologiques. Voilà, donc le principe de précaution, ce qui m'embête, c'est qu'il finit par créer la peur dans les entreprises. On se dit, oh là là, je vais être attrapé au coin du bois par un tribunal qui va me dire que, oh là là, faire des expérimentations du vaccin pour la rage, ça vaut la prison. Si vous voyez ce que je veux dire par rapport à Pasteur. Oui, c'est ça, oui. Bon, voilà, le principe de précaution, c'est comme toujours, c'est toujours pareil, c'est pousser à l'extrême. Or, la loi amène à pousser à l'extrême. Eh bien, il finit par être perverti. Oui, complètement, mais Anne-Marie Drec, finalement, quelles sont, selon vous, et pour vous, les limites de la science? Jusqu'où la science peut-elle aller? L'âme. C'est-à-dire, c'est intéressant ce que vous dites, mais C'est-à-dire un certain nombre de principes éthiques, mais c'est vous le prof d'éthique, c'est pas moi, hein, c'est vous qui devez y répondre. Bon.
un certain nombre de principes éthiques qui ne s'écrivent pas forcément, en tout cas qui ne s'écrivent pas forcément de manière juridique, mais qui inspirent la façon dont on agit. Regardez sur les affaires de bioéthique, il y a des choses qu'on n'admet pas. Bon, la GPA, non. Non. Alors, pourquoi? On va trouver toutes sortes de raisons. On va trouver marchandisation, on va trouver toutes sortes de raisons. Mais au fond du fond, au bout du bout, c'est non. Ce sont des principes, oui, et non, éthiques. C'est comme l'inceste. Non. D'accord. Tu ne voleras pas. Non. Oui. Anne-Marie Drac, malheureusement, l'interview va s'achever, mais 2 questions peut-être. Comment réagissez-vous lorsque le grand philosophe Hobbes dit que le savoir, c'est le pouvoir? C'est vrai. Et d'un autre côté, vous avez Socrate qui dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Oui, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu plus important que de donner à chaque personne, autant que possible, dans tous les changements du monde, la capacité d'être compétent pour prendre, non pas le pouvoir, mais un peu de pouvoir sur son destin, sur les choses, sur la vie. Il n'y a pas d'enjeu plus important que de former des scientifiques. Oui. Bon. Parce que si on ne forme pas des scientifiques, qu'est-ce qui va essayer de faire du progrès? Des manipulateurs, des charlatans, comme je disais tout à l'heure. Donc oui, le savoir, c'est le pouvoir, y compris le pouvoir d'introduire qu'on ne sait pas. Les grands savants disent tous qu'ils ne savent pas, ou qu'ils ne savent pas tout. Et c'est ça, l'âme, me semble-t-il. Mais il n'y a rien de plus important, encore une fois, que d'essayer de porter, c'est une phrase de Marc Sangnier, ça, que de porter le niveau de responsabilité de chacun, de porter au plus haut niveau la responsabilité et la liberté de chacun. Alors il disait ça pour la démocratie, mais en fait je trouve que ça se dit pour tout. Oui, le savoir, c'est le pouvoir. Et vous savez, bon, moi j'ai des racines, voilà, on va dire, démocrate chrétienne. Bon, c'est quand même, voilà, faire progresser les talents et participer à la construction du monde tel que il nous a été confié, certains le croient, ou en tout cas, on y est. Voilà. Je ne sais pas si dans vos références philosophiques vous avez Teilhard de Chardin, Si, oui. mais je trouve que c'est très très intéressant. Ah oui, mais Teilhard de Chardin, il réfléchit vraiment là-dessus. Ouais. Malheureusement, nous ne pourrons pas en parler. Anne-Marie Drac, ma dernière question est la suivante. À tous les milliers de jeunes qui vous écoutent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir? Quel message d'espérance? Il faut croire en soi, quel qu'on soit. Croire en soi, quel qu'on soit. Chacun est différent. Chacun arrive avec ses atouts, ses handicaps, et puis chacun a ses envies. Il y a des gens qui ont envie de faire beaucoup de choses, d'autres qui sont heureux de dire comme ils sont. C'est ça, oui. Voilà. Être soi-même, quel qu'on soit. Les amis, être soi-même, quel qu'en soit, elle vient de nous donner cette belle phrase de notre amie Anne-Marie Drac. Anne-Marie Drac, merci de m'avoir reçu. Et permettez-moi de terminer par une citation qui, à mon sens, vous caractérise beaucoup d'Aristote. Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. Pas mal. Merci à vous de nous permettre de découvrir la vocation de chacun. Et merci à vous pour tout ce que vous faites pour la construction du monde, de l'humanité et surtout de l'homme. Merci infiniment Anne-Marie Drac. Merci à vous.